Bonjour Sandrine et bienvenue. Bonjour Gabriel, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. avec Tu vas bien? plaisir. Ça va? Très bien, très très bien. Super. Alors aujourd'hui Sandrine, tu vas nous parler, de toutes tes connaissances en matière de pelvipérinéologie. Je vais essayer. Ouais. Mais pour commencer, la petite phrase d'introduction, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours? Oui, donc Sandrine Galliac Alan Paris, je suis donc kinésithérapeute. Je ne pratique que de la rééducation périnéale et principalement féminine. Et je pratique cette rééducation depuis plus de 30 ans. Et avec, autour de cette spécialité, la mise en place d'un DU, la mise en place d'un master 2, pour pouvoir, aboutir à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire, de l'enseignement et également donc de l'écriture à travers mon livre «Éducation périnéale féminine» aux éditions Duno. Super, très bien. Pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser en pelvipérinéologie? Alors ça n'a pas été une envie, ça a été une obligation. Mais OK. cette obligation était, la bienvenue puisque en fait, au cours de mes études, j'ai eu j'ai eu et j'ai encore un problème de santé et je savais que je ne pourrais pas continuer à être kinésithérapeute classique, hem, surtout en vieillissant et je me suis dit: «Il faut dès maintenant trouver, une alternative à de la kiné classique qui sera physiquement trop difficile pour moi» et j'avais le choix entre de la rééducation périnéale, de la rééducation vestibulaire ou de la rééducation maxillofaciale et puis en me renseignant un petit peu, je me suis dit: La rééducation périnale, il y a peut-être un avenir dans ça. Mmh. Lançons-nous». Mais je ne savais pas du tout que j'allais tomber dans le chaudron et donc j'ai commencé et une première formation et puis bon, je trouvais que mes connaissances étaient assez insuffisantes. Une deuxième formation, pareil, j'étais encore pas complètement satisfaite et puis un DU et puis, à partir de là, eh bien, on est venu me chercher pour enseigner et c'était parti et je ne faisais plus que de la rééducation périnéale dans ma patientèle et j'ai été séduite, j'ai été captivée, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et voilà. Donc je suis tombée dedans presque par hasard, en fait, Mmh mh. mais ça a été Mmh. une belle rencontre. Une belle rencontre, oui et puis après une fois que la machine est lancée, elle Ah est bah, c'est lancée fini, et hein, la roue elle voilà. tourne, on peut plus l'arrêter. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc tu as fait un DU et un master Ouais. en pelvipérinéologie? Voilà. OK. Alors Mmh pas mh. un master de périnéo, mais un master de pédagogie, Mmh mh. puisque, c'est vrai que j'ai monté, avec Thomas Proton un centre de formation Mmh et mh. on s'est dit: «Ce serait quand même bien d'avoir un diplôme qui valide, ce projet, Mmh mh. pour avoir quand même, une crédibilité auprès de tout le monde». Donc, le master, voilà, n'est pas en périnéo parce qu'il y a pas de master en périnéologie. On aimerait bien Ouais. qu'il y en ait un, mais il y en a pas. Mais voilà, donc voilà, j'ai Peut-être bientôt? peut-être, c'était dans les tiroirs. Voilà. Oui, parce que tu as toujours plein de projets. Oui, j'en ai. C'est voilà. Mmh. Super, super. Bah, merci pour l'introduction. Mais je t'en prie. Alors, on va parler du tableau clinique, Oui. de l'incontinence urinaire. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, un petit tableau en résumant donc l'incontinence urinaire à l'effort, urgenterie et mixte? Déjà pour commencer, pour ceux qui s'y connaissent pas et qui connaissent pas vraiment le sujet. Bien sûr. Alors effectivement, comme tu viens de le décrire, il existe 2 types d'incontinence, l'incontinence urinaire à l'effort et l'incontinence par urgenturie. Et lorsque les patientes ont les 2 cas de figure, on parle d'incontinence urinaire mixte. Ce sont 2 types d'incontinence qui sont très différentes. L'incontinence urinaire à l'effort, elle porte son nom, elle survient sur sur un mouvement hyperpressif. Donc quand il y a une augmentation de la pression abdominale qui peut être réalisé par une toux, un éternuement, un mouvement, une activité sportive, etc. Et la pression est telle que sur un sphincter vésical qui est un petit peu défaillant, sur des releveurs un petit peu défaillants, eh bien, ça amène vers une fuite urinaire. Donc ça, c'est l'incontinence urinaire à l'effort. Elle est multifactorielle. Donc, il y a une physiopathologie qui est
qui est complexe et il est très important d'identifier le mécanisme physiopathologique qui occasionne cette incontinence urinaire à l'effort parce que ça va orienter vers un traitement adéquat. Donc ça, c'est important. Si tu veux que je te parle des mécanismes physiopathologiques, je pourrais y revenir sans souci. Et quant à l'urgenturie, donc l'urgenturie, c'est une hyperactivité vésicale et on en décrit deux, l'hyperactivité vésicale idiopathique et l'hyperactivité vésicale du détrusor. Donc ça se manifeste par une envie soudaine, irrépressible, impérieuse d'uriner, avec parfois des polyacuries associées. Et ces deux mécanismes d'hyperactivité, c'est difficile de les déceler avec les patientes, hein, et puis on s'en fiche un petit peu parce que le traitement il sera identique. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand on est en présence d'une hyperactivité vésicale avec une urgenturie, donc c'est le mécanisme de la pathologie, il est très très important de vérifier qu'il n'y ait pas une infection urinaire qui se cache derrière. Ça, c'est le b.a.-ba. Et puis aujourd'hui, ne pas oublier qu'on se dirige aussi pour ce type de pathologie vers l'analyse du microbiote vésical dirigé par le microbiote intestinal qui est le chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'on a des études qui sortent et qui sont en train de montrer que ça donne de bons résultats. Alors, il est vrai aussi que l'incontinence urinaire à l'effort, ça va plutôt être une population, ça peut démarrer jeune, hein. La sportive de haut niveau, nullipare, nulligeste, elle peut présenter une incontinence urinaire à l'effort. Et puis bien évidemment avancer dans l'âge, hein, puisqu'il y a un des mécanismes qui intervient, qui est la chute hormonale avec la chute œstrogénique au moment de la ménopause. Et l'urgenturie, c'est quand même plutôt une pathologie qui va toucher les femmes un petit peu plus âgées, puisque est incriminé, même si c'est idiopathique et qu'on a donc de nombreuses causes dans cette urgenturie, est incriminé quand même l'âge. Et on a plus l'habitude de décrire l'urgenturie chez des patientes qui commencent à être ménopausées, qui sont au-delà de 50 ans. Une urgenturie chez la femme jeune, c'est souvent une infection urinaire à bas bruit, dont elle n'a pas forcément conscience et qui donne juste une polyacurie, qui donne pas de brûlure, qui donne pas cette douleur de cystite comme on peut l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention. Et puis bien évidemment, quand on présente les deux symptômes, on est dans de l'incontinence urinaire mixte. Ouais, super. Très bien résumé, ouais. Est-ce que, du coup, quand une patiente se présente avec des symptômes d'urgenturie, est-ce que tu fais systématiquement des tests urinaires, justement, pour vérifier? Alors, nous, on a la possibilité en cabinet de faire ces tests urinaires pour savoir si on est en présence d'une infection avec les bandelettes qu'on achète en pharmacie. Et c'est vrai que systématiquement, dès qu'elles ouvrent la bouche en disant j'ai une urgenturie, enfin, elles vont pas le dire comme ça parce qu'elles connaissent pas le terme, mais qu'elles manifestent les symptômes, tout de suite, c'est hop, tenez, petite bandelette, vous passez aux toilettes et puis on en parle après. Est-ce que c'est fréquent, justement, qu'elles aient des infections urinaires? Oui, c'est quand même fréquent. Surtout, faut surtout s'en méfier chez la femme jeune. La femme âgée, un petit peu moins, bien que il y a des infections à bas bruit chez la femme âgée qu'elle se traîne pendant des mois, voire des années. Et puis, qu'à l'ECBU, on retrouve pas forcément. Et puis, on leur donne un antibio et elles reviennent en disant « Oh, ça va drôlement mieux ». Eh ben, c'est qu'il y avait des petites bactéries qui gênaient parce que on sait que l'ECBU en laboratoire n'arrive pas à déceler toutes les bactéries. Il faudrait faire des laboratoires à l'Institut, faudrait faire des analyses en laboratoire type Institut Pasteur, etc. Donc, on sait de toute façon que l'urine n'est pas stérile et qu'il y a des bactéries. Et parfois, ces bactéries, eh bien, sont pathogènes et elles sont en très faible quantité, mais elles peuvent suffire à enquiquiner un détrusor chez une patiente et à donner ces symptômes. Donc, il faut s'en méfier. Et c'est vrai que certains urologues, en première intention, quand ils reçoivent les patientes, ils donnent une petite antibiothérapie légère mais répétée, on va dire, et la patiente est beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment toujours avoir ça en tête sur de l'urgenturie. Et pas sauter sur notre traitement kinésithérapie avec stimulation, etc. Déjà, bien éliminer ça. Bien éliminer, ouais, d'accord. À part le signe de polyacurie, donc l'envie de faire pipi très fréquente, oui. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent les alerter
quand elles ont une infection urinaire qui traîne depuis des mois, comme tu disais? Malheureusement, non. Ça reste Non. vraiment l'envie mictionnelle fréquente. OK. Ça reste, Mmh. voilà, ça reste cette problématique. Mmh. On parle aussi du signe de la clé quand elle se retrouve Alors devant ça, le c'est une hyperactivité dite émotionnelle. mmh. En fait, la vessie, elle va très bien, mais c'est Oui. un signal du lobe frontal. On Tout se passe au niveau du lobe frontal pour, contrôler la miction, démarrer la miction et cetera, et en fait, il suffit de penser: J'aurais bien une petite envie, mictionnelle là, pour que cette envie devienne presque irrépressible, et du coup, souvent quand on rentre à la maison, on sait qu'on se dit: «Ah, on va pouvoir passer aux toilettes», et là, du Mmh. coup, ça devient terrible, on ne peut plus retenir. Donc ça, c'est classé dans, l'hyperactivité dite émotionnelle. La vessie peut très bien aller. Elle peut avoir aucun problème, et pour ça, du coup, ils font désinhiber l'air frontal. Donc souvent, on demande de réaliser du calcul mental Mmh. pour allumer une autre aire cérébrale et voilà, et pointer son attention sur autre chose, et cette envie, du coup, elle passe. Donc Disparaît. voilà, le traitement, Ouais. il est tout simple, calcul D'accord. mental. Et Ouais. donc ça a été démontré dans des IRM, hein, Ouais. cérébrales et cetera. C'est Mmh. pas des petits trucs qu'on a trouvés comme ça a été Mmh. démontré. D'accord, donc calcul mental quand elles arrivent, au pas de leur porte, Et qu'elles ont du hop. mal à se retenir. Et Mmh. si ça le fait systématiquement, si elles le savent, moi je leur propose de démarrer le calcul mental déjà sur le chemin, pour ne pas avoir le symptôme quand elles arrivent. Parce que c'est vrai que c'est un peu tard de désinhiber au moment où on est derrière la porte. Donc si c'est quelque chose d'assez systématique, on le fait. Mmh. OK. Ça peut être dû au stress ça? Il y a un aspect Alors psychologique, bien qui parlait évidemment, du la lobe vessie, frontal? c'est le miroir de l'âme. Donc la vessie réagit à nos états émotionnels. On a aussi des incontinences, mais qu'on ne traite pas là, qui sont des incontinences au moment des orgasmes, au moment des rapports sexuels, donc je ne parle pas des femmes fontaines, et des orgasmes et des fuites, lors de fou rires, et ça, on est dans la limite entre l'émotionnel et l'incontinence d'effort, puisqu'il y a aussi une hyperpression qui est générée par le geste. Heu et ces incontinences, on ne sait pas trop les traiter, puisque, voilà, c'est un mécanisme neurologique a priori complexe. On n'a pas encore élucidé, la question sur cette problématique. Ah, je savais pas qu'on disait que la vessie, c'était le miroir de l'âme. Oui, en médecine chinoise, hein, c'est le Voilà, ouais, territoire, hein, alors c'est le ouais. territoire, et c'est, la mémoire de l'âme, et bah, c'est vrai qu'émotionnellement, oui, voilà, elle Mmh. réagit. Alors, je crois qu'aussi en médecine chinoise, hein, tu me diras si je me trompe, mais les reins, c'est là où il y a le centre énergétique au Alors niveau des les reins, hein? reins, oui, sont des organes qui permettent la diffusion de l'énergie dans le corps. Donc les reins sont très importants aussi en médecine chinoise. J'ai envie de dire tout est important, c'est un équilibre, hein. Mais Oui. c'est vrai que les reins, c'est le là où se concentre l'énergie, mais on a aussi le dantian, juste au-dessus de la symphyse pubienne, cette zone, et c'est la zone sur la vessie justement, où c'est là que se concentre toute l'énergie également. Donc c'est une zone très importante chez la femme. Le daltian, ça veut dire quoi? Le dantian, c'est le centre énergétique. C'est un centre OK. énergétique. Mmh. Toi, tu as étudié la médecine chinoise? Un petit peu. Mmh. J'ai fait ça aussi. Ça t'a un petit peu, aidé dans ta pratique? Ça t'a donné des clés, des outils? Un petit peu, mais comme j'ai pas forcément, complètement pratiqué Mmh. dans cette direction, voilà, il me reste j'ai des stigmates, je pense quand même à certaines choses, les saisons, bon, Mmh voilà, mh. Mmh. mais Très je bien. peux pas dire que je l'utilise, au quotidien, et vraiment pour traiter les gens. Par contre, je vais volontiers envoyer quelqu'un chez un acupuncteur, une acupunctrice, parce que on a parfois de bons résultats sur les vessies. Donc ça D'accord. peut valoir le coup. Surtout les vessies un petit peu hyperactifs comme ça, bah, ça peut un petit peu les réguler. Donc pourquoi pas? Mmh mh. Ça peut être Mmh. Pourquoi intéressant. pas, oui. Ouais. De tout à l'heure, donc on parlait du tableau clinique, on va y revenir un petit peu. Oui. L'incontinence urinaire à l'effort, donc tu parlais des sujets jeunes.
C'est quoi les facteurs de risque s'il y en a? C'est des jeunes, sportifs qui font énormément de Alors, sport ou c'est des sports aussi, dans les études, effectivement, on se rend compte qu'on a une population de sportifs de haut niveau qui ont des fuites urinaires à l'effort, et une population lambda, ça correspond à 10% pour la même classe d'âge, alors que chez elle, ça va correspondre à 30%. Donc on est quand même sur un pourcentage qui est nettement augmenté. Et en fait, c'est vrai que pendant des années, on a pensé que c'était une incompétence du périnée. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout le cas. C'est un autre mécanisme physiopathologique qui rentre en ligne de compte pour ces patientes-là. C'est l'ajustement postural anticipateur. C'est une perte du contrôle moteur. Bon, c'est pas une perte complète, bien évidemment, hein, puisqu'elles sont sportives de haut niveau, mais en fait, c'est un déséquilibre de travail entre les groupes musculaires, les muscles profonds et les muscles superficiels, qui fait qu'elles vont vers ce problème de fuite urinaire. Parce qu'on ne comprenait pas, ces patientes, elles sont nullipares, nulligestes. Pourquoi auraient-elles des fuites urinaires? Alors, effectivement, on était là, verrouillage, verrouillage, verrouillage du périnée, mais non, c'est pas ça la problématique. Et puis, quand on fait 10 saltos à la suite, on peut pas verrouiller son périnée 10 fois de suite, très vite et très rapidement, enfin très vite et très fort, pardon. Et du coup, voilà, grâce à Hodges, on a pu mettre en évidence qu'il y avait aussi une part du contrôle moteur qui jouait sur ces facteurs de risque de l'incontinence urinaire d'effort. Donc c'est chez la femme jeune où il n'y a pas d'explication, on va effectivement plutôt s'orienter vers cette perte de l'ajustement postural. Mmh. Après, il y a d'autres mécanismes, hein, chez la femme un petit peu plus âgée. Dès qu'une patiente a eu un enfant, par exemple, on peut retrouver une hypermobilité urétrale qui peut être à l'origine d'incontinence urinaire. Et puis avec le vieillissement, on va avoir de l'insuffisance sphinctérienne, parce que on sait que la pression de clôture du sphincter, c'est 110 mois l'âge. Donc on comprend bien que tous les ans, on perd un point de force sur notre sphincter, et que forcément, arrivé à 80 ans, on va plus avoir les mêmes capacités à verrouiller notre sphincter que quand on en a 20. Mmh. Et bien sûr aussi, va entrer en ligne de compte la ménopause. La chute œstrogénique fait qu'il va y avoir une moins bonne imprégnation au niveau des tissus, la vascularisation, etc., la trophicité va être moins bonne, et ça peut aussi être à l'origine de fuites urinaires à l'effort. Et bien évidemment, eh bien, tous ces facteurs vont s'imbriquer, et on peut avoir des causes multiples chez une patiente qui va présenter une incontinence urinaire à l'effort. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'avoir eu un enfant, on n'a pas besoin d'avoir accouché pour parfois présenter une incontinence urinaire à l'effort. OK. En l'occurrence, donc le traitement, kiné, qu'est-ce que ça peut être? Alors, le traitement kiné, c'est la kinésithérapie analytique, déjà, qui va reposer sur l'électrostimulation, le biofeedback, la rééducation manuelle. Donc, on va mettre ça, bien évidemment, en place de manière équilibrée, avec un protocole évolutif, etc., par rapport à combien je mets de travail manuel, combien je mets d'électrostimulation, combien je mets de biofeedback. Mais ces techniques sont primordiales. Il faut absolument toutes les utiliser. Et puis après, on s'orientera vers quelque chose de plus global pour insérer, pour mettre en pratique le travail respiratoire, le travail des abdominaux, et il va falloir que ça devienne quelque chose non plus de volontaire, mais d'automatique, pour que justement on pérennise les résultats qu'on aura eus de manière analytique. Alors, bon, on a de très bons résultats en rééducation, mais parfois des échecs aussi. Et il faut accepter que parfois ce ne soit pas de l'ordre de la rééducation, mais ce sera de l'ordre de la chirurgie, avec peut-être une pose de bandelette pour terminer. Donc, c'est pour ça qu'il va être aussi très, très important de bien valider le mécanisme physiopathologique au départ, pour pas laisser la patiente traîner 50 séances en disant on va y arriver, on va y arriver. Non, peut-être que ce n'est pas de notre domaine. À 15-20 séances, si on n'a aucun résultat, peut-être qu'il faut rediriger. Quand tu parles de chirurgie, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que les bandelettes? Donc les bandelettes, le chirurgien va mettre une bandelette sous l'urètre pour suppléer en fait à notre hamac des releveurs, pour Mmh mh. éviter
que l'urètre soit hypermobile et aussi pour mieux contenir le sphincter. Donc, il y a 2 techniques. Il y a la technique du TVT, transvaginal tape, qui passe juste au-dessus de la symphyse pubienne. Et il y a une autre technique qui est le transobturateur tape, qui passe au niveau des trous obturateurs. Donc ça, c'est le chirurgien qui décide quelle technique il va utiliser. Aujourd'hui, le TOT, le transobturateur tape, est plutôt un petit peu délaissé. Et moi, je recommande à mes patientes de voir plusieurs chirurgiens pour avoir plusieurs avis et plusieurs voies d'abord et qu'elles choisissent en fonction de leur ressenti. Mmh. Parce que on peut pas dire que ça c'est mieux qu'autre chose. Il y a toujours des avantages, des inconvénients dans toute technique. Et qu'il est vrai aussi, il faut pas se précipiter non plus sur de la chirurgie. Parce que la chirurgie, oui, on a 80% de bons résultats, mais quand on tombe dans les OK. 20% d'échecs, on peut être bien ennuyé. Donc c'est quelque chose qui doit se faire le plus tardivement possible après avoir essayé tout ce qui était possible de manière non invasive. Et bien sûr, être entre les mains de quelqu'un qui a l'habitude, Mmh. qui en fait. Pas celui qui fait 150 cas annuels, hein, mais plutôt celui qui fait 1500 cas annuels. Ça, c'est Mmh. important. Ouais, ouais, donc il y a quand même des bons résultats Oui. et s'il y a une chirurgie, donc s'il y a une jeune patiente, jeune de 20-25 ans, qui a tout essayé, qui, se fait opérer, est-ce que ça peut poser des problèmes après, pour une future grossesse ou il faut remettre une bandelette ou? Alors, déjà, une intervention à 20-25 ans, on évite parce qu'on sait que l'intervention dure 15 à 20 ans. Donc, on sait qu'au bout OK, d'un moment, de toute façon, ça va lâcher. Et d'accord. effectivement, tant que la patiente n'a pas été jusqu'à son désir de grossesse, on essaye de retarder le plus possible parce que effectivement, euh, ça peut abîmer la chirurgie. C'est faisable, hein. Ça peut se faire, mais voilà, si on sait que de toute façon on veut un deuxième, un troisième enfant, on va dire écoutez, menez vos grossesses à terme, accouchez, et puis on fera le point après. Mmh, OK. Alors après, on peut avoir aussi des petites stratégies du type PCR. Là, il y a un PCR de chez Bivea qui est sorti pour l'incontinence urinaire à l'effort. Je l'ai pas encore suffisamment posé pour me faire une opinion dessus, mais on voit qu'il y a des dispositifs qui essayent de sortir pour justement essayer d'aider les patientes à patienter, justement pour se dire oui, ok, un jour ou l'autre, je serai peut-être opérée, mais on va essayer d'attendre le plus longtemps possible. C'est quand Ouais. même le mot d'ordre, hein. Et c'est Mmh. vrai qu'à 20-25 ans, quand on est jeune, malgré tout, les releveurs arrivent un petit peu à compenser ce déficit. C'est au fur et à mesure, en vieillissant, que en fait, on a du mal à compenser ce déficit. Donc, généralement, on arrive à faire l'équilibre et la balance tant qu'elles sont jeunes. Et c'est vrai qu'on en reparle. On essaye que ça n'arrive pas avant la ménopause, j'ai envie de dire. Mmh mh. C'est le bon Ouais. timing, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être long quand on a des soucis d'incontinence, mais ça veut dire aussi que on leur explique qu'il y a toute une éducation thérapeutique, toute une prise en charge qui va être importante de mettre en place pour que justement elles puissent avoir un confort de vie sans fuite urinaire. Mmh. Et entre autres, par exemple, ces conseils, ça va être pas de constipation, Ouais. hein, et ou alors, enfin, il y a pas, c'est pas de constipation, mais aussi avoir la bonne posture pour aller à la selle, pas de surpoids. Euh, voilà, on évite le port de charge lourde. Alors par contre, on peut continuer ses activités sportives, hein. Avant, il y a 30 ans, on disait, oh, arrêtez le jogging, oh là là, mon Dieu. Aujourd'hui, non. Parce qu'on sait qu'avec le jogging, il faut juste aller voir cet ajustement postural anticipateur et on va améliorer la patiente. Donc aujourd'hui, on leur dit, continuez vos activités sportives. Effectivement, de l'haltérophilie, c'est peut-être pas forcément le meilleur des sports. Mais si vous avez envie de continuer de courir, de faire des marathons, allez-y. Nous, on va s'adapter à vos activités sportives. Mmh mh. Mais par contre, Mmh. c'est vrai que, voilà, attention à la prise de poids, attention à la constipation. Il va falloir travailler sur cette éducation thérapeutique. Et puis, il va falloir entraîner les releveurs de manière régulière parce que forcément, il suffit qu'il y ait un petit peu moins de compétences.
et toc, ça rebascule un petit peu. Et Mmh. ces femmes-là, elles le savent, hein, elles sentent quand ils disent: «Ah, j'ai de nouveau un petit peu de fuite». Hop, je rebooste un peu, je refais mes exercices à la maison, quelques exercices de Kegel et ça repart. Mmh. Ouais. Donc il faut aussi être coach avec elles. Mmh. Oui. Oui, oui et tu parlais de constipation, de bonne posture, ça c'est valable pour tout le monde, Pour hein. tout le monde, C'est, c'est super important, très c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école, mais malheureusement. vraiment, on devrait. Ouais. Mmh. Est-ce que alors on va revenir un petit peu sur le tableau clinique. Cette fois, on va parler du traitement kiné. En quoi est-ce qu'il varie selon une rééducation pour une incontinence urinaire, donc effort, urgenturie et mixte? En quoi ça varie? Alors, pour l'incontinence urinaire d'effort, bah, tu as vu, que c'était multifactoriel et que en Oui, fait, on va passer par un travail sur les releveurs pour essayer de suppléer, ce qu'on aura trouvé dans le bilan en tant que mécanisme. Et pour l'urgenturie, étant donné que ça n'a rien à voir avec le périnée, il peut être faible aussi, hein, il peut être moins compétent que oui, d'autres personnes, mais c'est un problème de détrusor, c'est un problème de vessie. Donc en ouais, fait, on n'est pas du tout dans la même cour ouais, et on va travailler en électrostimulation, on aura des fréquences spécifiques pour le muscle strié, des fréquences spécifiques pour la vessie. Et quand on est sur l'urgenturie, on fait énormément appel au réflexe 3 de Mahony, périnéo-inhibiteur détrusorien, pour justement venir calmer cette vessie. Donc, on passe par ce travail sur l'urgenturie à la fois par de l'électrostimulation, à la fois par un travail de biofeedback de manuel. Pour aller déclencher ce réflexe de Mahony, il suffit de demander des contractions longues, à 50% de leur force, pour pouvoir le remettre en action. Dans l'incontinence urinaire d'effort, c'est pas du tout ça. On va demander plutôt du verrouillage périnéal, on va demander de la posture et, et donc bien évidemment, quand on est sur de l'incontinence urinaire mixte, il faudra travailler les deux, voilà, tout simplement. ouais. Mmh. Tu parles de réflexe 3 de Mahony, tu peux élaborer un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Donc, en fait, au cours de la miction, il y a 12 réflexes qui se mettent en place, les 12 réflexes de Mahony, donc qui débutent la miction et qui terminent la miction. Et il y a un réflexe numéro 3, qui est le réflexe périnéo. Donc, quand on amène une contraction du périnée, il passe par la moelle épinière et il revient sur le détrusor, qui est un réflexe qui inhibe la vessie, qui la calme. Et ce réflexe périnéo-inhibiteur, eh bien, on s'en sert, nous, dans la rééducation. Les autres, on s'en fiche complètement des autres réflexes, hein, mais celui-ci, on s'en sert énormément. Et à ce sujet, on a l'habitude de dire qu'il faut surtout pas faire de stop pipi. Eh bien, ça passe aussi par cette histoire de réflexe. Quand on fait un stop pipi, on arrête la miction au moment d'un des 12 réflexes. Le 3, le 4, le 6, on ne sait pas. Et quand la miction reprend, donc hop, on arrête le jet, on veut reprendre sa miction, la miction va reprendre au numéro 1 du réflexe. Du Mmh. coup, à un moment donné, lorsque la vessie n'est pas suffisamment pleine, eh bien, pour reprendre l'arc réflexe à partir du 1, ça va être compliqué. Et la vessie ne va plus se contracter correctement et du coup ne va pas pouvoir vidanger correctement. Il va donc y avoir un résidu post-mictionnel qui risque d'engendrer une infection urinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pas de stop pipi. Ou Mmh. alors, ou alors, très exceptionnellement, pour tester pour avoir une prise de conscience de la contraction périnéale, au début de la miction et une fois de temps en temps. Mais pas d'utilisation du stop pipi de manière rééducative. Oui. Ça, c'est important. Et donc, c'est à cause de ces 12 réflexes de Mahony. Mmh. OK, super. Donc un traitement kiné très différent, déjà, entre incontinence urinaire à l'effort et par urgenturie. Bien sûr. Hem, quand tu parles de stop pipi, en fait, ça me fait penser aux petites filles aussi, qui vont souvent, très souvent aux toilettes. Alors à cet âge-là, entre, 5 et 10 ans, on peut pas parler de stress ou d'hyperactivité, vésicale, j'imagine. Non. Mais comment est-ce qu'on peut les éduquer dès le plus jeune âge, justement, par rapport à ça? Alors effectivement, donc la miction, c'est une prise de conscience sensorielle, hein, de vessie pleine, vessie vide. Et en fait, à la fois
à partir de l'acquisition de la propreté, il faut leur rappeler, est-ce que par hasard, là, tu n'aurais pas envie de faire pipi? Ça fait longtemps que tu n'y es pas allé. Et puis, si par contre, la petite fille a tendance à y aller fréquemment, ce qui est rare, hein, souvent, c'est qu'il y a une infection urinaire qui est présente, donc il faut quand même éliminer ça. Mais si la petite fille y va par précaution ou parce que la maman, on va à l'école, on arrive à l'école, va faire pipi, on part, va faire... Ça, c'est pas non plus une bonne idée parce que la vessie n'est pas pleine et donc la contraction vésicale ne pourra pas être complète. Donc, il faut à la fois avoir une attitude de peut-être là, il est temps que tu te présentes aux toilettes, donc lui faire comprendre que là, la sensation que tu as dans ton ventre, c'est que la vessie est pleine. Là, la sensation que tu as dans ton ventre, la vessie n'est pas pleine. Donc, c'est l'acquisition de la propreté, c'est ce que doivent apprendre une maman à son enfant, fille ou garçon. Hein. Mais c'est vrai que les maîtresses étant complètement stressées par rapport à ça, elles ont plutôt tendance à les pousser à aller aux toilettes trop fréquemment. Et c'est pas forcément une bonne idée. L'intervalle mictionnel, même chez un enfant qui est en train d'acquérir la propreté, ben, ça peut tenir 3 heures, il n'y a pas de souci. Donc, si tout se passe bien chez l'enfant, il y a aucun problème à lui proposer de se présenter aux toilettes, mais on peut lui proposer effectivement dire, là, ça fait 4 heures, tu n'as pas été. Je pense que peut-être tu as envie de passer aux toilettes. Donc, en fait, voilà. Et ça, c'est notre rôle de maman, en fait, d'essayer de leur faire acquérir cette sensation vésicale de plénitude ou de vide. Ok, super. Mais le problème des toilettes à l'école, c'est un vrai sujet. Hein. Depuis 1954, on travaille dessus. Et depuis 1954, on n'a pas trouvé de solution. Et je pense que c'est aussi aux enseignants, mais c'est pas de leur faute de s'éduquer. Alors, par contre, effectivement, par expérience, moi j'avais éduqué les institutrices de mes enfants. Je faisais des réunions le samedi matin et en fait, ces réunions, mais elles ont été ravies d'avoir ces réunions d'information. Et je pense que c'est normal qu'elles connaissent pas ce domaine-là, hein, c'est pas leur domaine. Mais par contre, d'aborder le problème, de faire justement des réunions d'information, je pense que justement, ça devrait passer par là pour l'avenir de nos jeunes, pour l'avenir de nos femmes, etc. Parce que moi, les instituts, elles me disaient, mais je sais pas tout ça. Oh là là, moi, je disais au contraire, allez, pipi de précaution à chaque fois, même à ma fille et tout. Ben non, on se présente aux toilettes quand on a envie. On ne fait pas des pipis de précaution parce qu'on sort. Et rien que du B à bas, c'est vraiment très instructif pour elles et elles sont contentes. Oui. Elles sont contentes de savoir tout ça. Oui. Donc, il y a des choses à mettre en place, mais je sais qu'il y a quelques équipes qui essayent de rentrer dans les écoles. Ouais, c'est important, dès le plus jeune âge, de les éduquer. Alors, on va continuer sur la rééducation kiné. Oui. On va passer donc du périnée un peu aux abdos. Oui. Différentes techniques de rééducation des abdos, puisqu'il y a tout un caisson lombo-abdominaux-pelvien. C'est pas que le périnée qui travaille, c'est aussi le transverse. C'est ça. Donc, toi, tu utilises quoi déjà comme technique dans ta L'ajustement postural. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que effectivement, tu évoques peut-être les différentes techniques de grands auteurs comme Bernadette de Gasquet, Marcel Coffrier, Luc Guillarme. Alors, ces techniques aujourd'hui, on peut plus les prendre pour argent comptant parce qu'on a avancé dans les études. Mais ces techniques nous ont énormément aidés. Ça a été un vrai passage à justement dire que le périnée, c'était pas que du périnée analytique, qu'il fallait l'intégrer au niveau de l'abdomen. Donc ça a été une grande étape dans la rééducation périnéale. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos arrière-grand-mères en postpartum, par exemple, elles faisaient que des grands droits. On leur faisait faire du ciseau du pédalage. Et on savait que ces techniques-là de travail sur les grands droits générait de l'hyperpression sur le périnée et que sur un périnée qui manquait un peu de compétences dans un premier temps en postpartum, c'était pas forcément idéal. Sont nées du coup, grâce à ces 3 auteurs, des techniques basées
sur le renforcement du muscle transverse de l'abdomen. Donc, quand c'est arrivé il y a 30 ans, on était là, waouh, génial, mais c'est la solution, etc. On était à fond dedans et ça nous a apporté énormément. Mais on avait oublié une petite chose, c'est que dans le cadre du postpartum, et les études Mota et Hall le disent, c'est qu'on a 100% de diastasis. Et que le transverse de l'abdomen se rattachant sur la ligne blanche, quand on travaille le transverse de l'abdomen de manière intense, hein, pas physiologiquement, quand on a le droit de respirer quand même, mais de manière intense, comme dans ces techniques, peut-être moins dans la technique de Luc Guillaume, parce qu'elle est vraiment basée que sur le souffle, eh bien, quand on travaille de manière intense le transverse de l'abdomen, ça peut tirer sur cette ligne blanche et aggraver le diastasis. Donc, en fait, d'un coup, il y a eu cette prise de conscience en disant, mais en fait, c'est peut-être pas aussi super qu'on le pensait. Et il faut peut-être aller voir un peu plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on est tombé sur les travaux de Hodges, sur les travaux de Diane Lee, hein, qui est vraiment la spécialiste du diastasis. Et aujourd'hui, on dit, attention, transverse de l'abdomen de manière analytique, pas dans le cadre d'un postpartum, peut-être sur une sportive de haut niveau, nullipare, nulligeste, pourquoi pas, mais postpartum, contre-indication. Donc, aujourd'hui, on en revient un petit peu, mais grâce à ces techniques, on a quand même beaucoup avancé. Donc, aujourd'hui, il faut savoir faire la part des choses. Et puis surtout, moi, j'ai envie de dire, il faut savoir utiliser la technique de manière correcte. Parce que ce que je vois, et ça me rend folle, et moi, je serais les auteurs, je serais très, très en colère, c'est que les kinés font un melting pot de toutes les techniques. Et en fait, ils disent, je fais du coffrier, je fais du gasquet. Ils font pas du tout ça. Ils font leur petit amalgame, leur petite cuisine. Et c'est pas du tout la technique que l'auteur a proposée. Donc ça, c'est déjà dommage. Et même si effectivement, aujourd'hui, ces techniques ont besoin d'être adaptées parce qu'on sait qu'elles ne sont pas tout à fait justes, il y a eu des remaniements grâce aux études qui ont été réalisées, eh bien, il faut le dire, voilà, c'est une adaptation, mais il faut pas dire je fais du coffrier, je fais du Bernadette de Gasquet. C'est pour les auteurs, je trouve que c'est pas très cool. Pas cool, ouais. Donc effectivement, ça a eu son heure de gloire. Je pense que ça l'est un petit peu moins, puisque aujourd'hui, on est vraiment sur les techniques d'ajustement postural avec tout ce que nous a appris Hodges et Stafford, plus tout le travail de Diane Lee par rapport au diastasis. Donc aujourd'hui, on se dirige vers un travail global. On travaille le transverse et les grands droits. Oh, voilà. Tiens, c'est bizarre, ça ressemblerait pas à du Pilates, ça? Bizarre. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'on va vers une globalité. Et il est primordial de réintégrer le périnée dans cette globalité. Si on ne réintègre pas le périnée dans cette globalité, notre travail analytique ne sera pas pérenne. Et ça, je l'ai vécu, puisqu'il y a 30 ans, on faisait que de l'analytique. Et on se disait, on comprend pas, on voit les gens tous les ans, etc. Ben, maintenant, on sait pourquoi. Et maintenant, on les revoit plus tous les ans. Parce qu'on a réintégré le périnée dans la globalité. Oui. Donc, tu parlais de diastasis tout à l'heure. Oui. Comment est-ce qu'on peut éviter ça donc en postpartum tout en renforçant le transverse? J'ai envie de dire, on peut pas l'éviter, c'est la nature. Alors, je dis pas éviter pendant la grossesse, mais voilà, t'as compris. Hein. Comment on peut y pallier après? Alors, justement, avec un travail physiologique du transverse associé au travail des grands droits, car ça sera les muscles grands droits qui vont resserrer le diastasis. Et donc, il faut travailler ces grands droits, mais protégés par le transverse. Et quand on travaille l'ensemble de cette musculature, c'est absolument pas délétère sur le périnée. Mais il faut savoir le travailler et de manière physiologique, pas de manière drastique. Hein. On fait pas des choses très intensives. Hein. On y va progressivement. Des choses très simples, hein, comme des petits ponts, se mettre sur un pied. On demande une stabilisation du bassin. On demande de se grandir, de s'auto-grandir. Et ça suffit à faire travailler notre transverse et nos grands droits. Petit à petit, on y associe des gestes membres sup, membres inf, des déséquilibres. Et petit à petit, on progresse dans la récupération de cet abdomen et donc du diastasis. Alors après, quand on a un diastasis qui est énorme, au-delà de 4 cm et très profond,
c'est chirurgical, hein. S'il y a une gêne, bien évidemment, et ou une Oui, hernie, ça va être chirurgical. Mais oui. c'est vrai qu'à 1-2 centimètres, on peut travailler dans ce sens pour tenter de le récupérer. Mmh. Mais ça va être propre aussi à chaque patiente. La qualité de la relaxine, du Mmh. collagène, voilà. Il y a des gens qui vont avoir des vergetures sur la peau, d'autres pas du tout pendant leur grossesse. Eh bien, il y en a qui vont Mmh. avoir des diastasis terrifiants et d'autres qui se seront pris 20 kilos qui n'auront pas de diastasis. Oui, Donc, c'est au cas par cas. voilà, Mmh. cas par cas, mais on peut tenter de faire quelque chose. Mmh. Oui, ça me fait beaucoup penser aux pilates. Que tu décris. Ouais, ouais, ouais. Tu l'utilises toi, dans tes séances? J'utilise du pilates sans le savoir, en fait, Ouais, ouais, puisque ouais, c'est de c'est ça. l'ajustement postural Ouais, ouais, ouais. anticipateur, en fait. Alors, je vais dire: «Oui, je suis pas mat work 1 ou mat work 2», mais Mmh mh, en mmh. fait, les postures que j'utilise, le travail d'équilibre, le travail de gainage, en fait, Ouais, je m'en rapproche. ouais. Mmh. Est-ce qu'on peut maintenant parler du prolapsus? Oui. Alors, le prolapsus, donc c'est la deuxième grande pathologie, que peut présenter, la femme. Donc c'est un trouble de la statique pelvienne. On appelle plus vulgairement, on parle de descente d'organes, hein, pour le prolapsus, et donc les principaux organes qui peuvent descendre, c'est la vessie, l'utérus et le rectum. Donc ces organes vont pousser la paroi vaginale soit antérieure, soit postérieure, en fonction de la localisation des viscères, pour pointer leur nez jusqu'à l'extérieur du vagin et donner du coup un prolapsus de stade 2, voire 3 quand c'est complètement extériorisé. Et les symptômes de ce prolapsus, alors quand on est sur un stade 1, c'est-à-dire quand le viscère descend et reste dans le vagin, il n'y a pas trop de symptômes. Par contre, les symptômes Mmh. commencent à se faire connaître et à déranger la patiente quand on est sur du stade 2, stade 3. Et en fait, les plaintes vont être de type: j'ai une pesanteur dans le bas du ventre, je sens une boule à l'orifice de mon vagin, j'ai des douleurs dans le dos, surtout le soir quand je rentre après ma journée de travail, je suis restée beaucoup debout, etc. J'ai des difficultés à uriner, j'ai des difficultés à aller à la selle. Euh, Pendant les rapports, je sens qu'il y a quelque chose qui gêne. Voilà, donc ça reste des symptômes de ce type-là, qui peuvent être très très gênants, très invalidants. C'est un vrai handicap, hein. Oui, Et et donc ça touche beaucoup de femmes ça touche aussi. beaucoup de femmes. Les dernières études de l'HAS de 2021 disent qu'on on touche entre 30 et 50% de femmes à partir de 50 ans, donc ce qui est quand Mmh mh. même très important. Et c'est vrai que beaucoup de gynécos dédramatisent, et heureusement, hein, parce que ça fait pas mourir. Mais en fait, ces gynécos, elles voient un début de prolapsus, elles disent: «Bah, c'est normal, hein, vous avez eu 2 enfants madame, voilà». Ben non, peut-être qu'on peut déjà dire: «Ah, j'ai un prolapsus qui débute, je vais aller vers le préventif pour pas que ça soit Mmh. extériorisé», et dans le Oui. préventif, on a la chance d'avoir l'épaisseur Mmh mh. qui permettent le soutènement de ces viscères et bien sûr de renforcer les releveurs, d'avoir une meilleure compétence de ce plancher pelvien pour soutenir. Et puis tous les conseils, encore une fois, hygiéno-diététiques: pas de constipation, pas de peur de charge Voilà. lourde, pas de surpoids, etc. Mmh. Donc, donc là, la rééducation, elle va être techniquement, bien sûr, basée sur la réhabilitation, la compétence des releveurs, mais aussi sur tout cet équilibre hygiéno-diététique et d'éducation thérapeutique. Mmh mh. Et aujourd'hui, on voit aussi fleurir, des culottes, pour Oui. soutenir les Mmh mh. prolapsus. On voit alors là, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas assez de Mmh mh. retours. Je suis en train un peu de tester, de voir ce que les femmes en pensent. Bon, ça fait très harnais, c'est pas Ouais. forcément très glamour, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que moi, j'ai des patientes qui le vivent tellement mal, qui ont des symptômes tels que c'est tellement invalidant qu'elles sont prêtes à tout, et parfois ça vaut le coup de le proposer. Est-ce que le risque est moindre, si elles ont déjà fait de la rééducation du périnée après leur grossesse ou pas? Pas forcément. En fait, on Pas sait forcément. aujourd'hui que la rééducation du postpartum de manière préventive n'a n
il y a pas eu de diminution de gens qui présentaient de l'incontinence comme du prolapsus. Donc aujourd'hui, on est en train de dire que la rééducation périnéale, j'entends, périnéale systématique, n'est pas forcément judicieux. Par contre, OK. une rééducation plus globale et avec une prise de conscience et de l'éducation thérapeutique serait certainement plus judicieux. Mais on sait que de toute façon, en fait, la grossesse, enfin surtout l'accouchement peut faire des dégâts à ce niveau-là. Et malheureusement, lorsque les dégâts sont là, lorsque le système ligamentaire a été étiré, bah, c'est un élastique qu'on étire, ça revient plus à sa dimension initiale. On peut pas faire grand-chose. Donc le but, Mmh. une fois que le mal est fait, entre guillemets, à cause, j'ai envie de dire, de ces accouchements, euh, eh ben, on va essayer d'être le plus palliatif possible et de proposer aux femmes des solutions qui vont faire qu'on va stopper le processus. Par Mmh. contre, on ne remontera jamais, jamais un prolapsus. La seule personne qui va remonter un prolapsus, c'est le chirurgien en mettant Oui. un hamac. Mmh. Nous, nous, notre rééducation, notre prise en charge avec l'éducation thérapeutique va juste permettre d'éviter d'avoir, de pallier aux symptômes et soit de les faire disparaître, soit de les minimiser. Mmh. Mmh. Et là Et de encore, quant aux interventions, et là, la l'HAS a été claire là-dessus. Première intention, pose de PCR, rééducation Oui. périnéale. Deuxième intention, chirurgie. On ne saute pas sur la chirurgie parce que c'est Mmh. pareil, ça a une durée de vie de 15 à 20 ans, parce qu'il ne faut pas la faire trop tôt. Ouais, Après, effectivement, il faut la proposer à des femmes qui sont complètement dans une situation de handicap. Ça, c'est oui, clair. c'est ça. Mmh. Ultime recours. Mmh. Voilà. Ouais, et le PCR est bien supporté, bien toléré chez les femmes? Alors, mon expérience montre que oui. Alors OK. forcément, il y a toujours un ou deux cas où elles supportent pas, ça arrive. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les PCR cubiques, on a quand même quelque chose de pratique parce que c'est Ouais. quelque chose qui va être à la disposition des femmes, y compris jeunes. C'est-à-dire Mmh. qu'elles vont être autonomes avec leur PCR, elles vont être actrices de leur PCR, elles vont le mettre, le retirer. Si elles sont dans une situation où elles en ont pas forcément besoin, elles vont pas le mettre. Du coup, la muqueuse va respirer, etc. Donc, c'est vrai que ces PCR cubes nous ont apporté énormément Mmh. de bénéfices sur ces prolapsus. Après, parfois, quand on a une longueur vaginale trop courte ou qu'il est mal supporté, que ça rend dysurique ou des choses comme ça, c'est vrai on peut s'orienter vers un PCR anneau ou un ditch. Mais quand même, 80% des PCR, c'est quand même le PCR cube et qui est vraiment, qui est bien toléré, on va dire. OK. Et on le sent D'accord. vraiment pas et c'est un vrai confort. Les Ouais. femmes me disent: «Mais pourquoi on ne m'a pas donné ça avant?» Mmh. Elle dit: «Je ne sens plus mon prolapsus, je ne suis plus gênée». Donc ça peut vraiment valoir le coup. Il faut Mmh. essayer. Après, Ouais. on entend si la patiente dit: «Ah non, mais je supporte pas l'idée de me mettre ça dans le vagin et cetera». Bon, après les femmes jeunes, ça passe assez bien parce qu'elles ont aussi l'habitude de se mettre des cups et cetera. Mmh. Donc voilà, des fois, voilà, chez des personnes un petit peu plus âgées, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'elles n'ont pas Compliqué. Mmh. forcément eu l'habitude d'introduire des dispositifs, dans le vagin. Mmh. Mais c'est une Mmh. bonne alternative, vraiment. Oui, et ça évite aussi de passer au stade, plus grave C'est ça, où c'est palliatif, voilà, ça stoppe le voilà. processus. C'est Mmh. pour ça que les gynécos qui minimisent, dommage, parce qu'il suffirait qu'on propose aux patientes un petit coup de Oui, rééducation régulièrement avec la pose d'un PCR et la patiente n'arrivera jamais à un stade 3. Donc ça aussi, c'est un message qu'il faut faire passer. C'est pas oui, grave, on est d'accord, ça fait pas mourir, mais ça peut être vraiment très invalidant. Moi, j'ai les femmes qui pleurent le plus dans mon cabinet sont les femmes qui présentent des prolapsus. oui. C'est incroyable ce que ça peut altérer psychologiquement, physiquement, enfin, ça bouleverse toute leur vie intime, leur vie personnelle, tout. Et moi, là, j'avais très, très envie de mettre des groupes de parole de femmes, justement, de mettre en place des groupes de parole au cabinet pour que les femmes puissent un peu décharger toute cette angoisse autour de ça et qu'elles puissent communiquer avec d'autres qui disent mais moi j'ai bien géré, etc. J'y arrive, ça va mieux, pour montrer qu'on peut proposer des choses, on peut faire des choses et qu'il faut pas rester seul dans son coin. Il faut en Mmh. parler. Oui, tout à fait, oui. Et il Oui, oui, faut que parce les que c'est souvent thérapeutes un sujet informent aussi. oui,
Souvent, elles osent pas, hein, c'est un sujet un peu C'est tabou, encore plus tabou donc que l'incontinence, le prolapsus. C'est ah ouais, terrible. ouais. Donc il faut vraiment dédramatiser et dire: «OK, mais vous savez, on peut vous aider et vous pouvez en parler et puis quand vous en Mmh. parlerez aux copines, vous verrez que vos copines, elles sont dans la même situation». Est-ce qu'on peut prévenir ça dès le plus jeune, âge, hein, même avant des grossesses, Alors en le éduquant les femmes prolapsus, justement? malheureusement, souvent, c'est le traumatisme obstétrical, hein, qui est à l'origine Mmh. de ces prolapsus, donc prévenir, c'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué, ouais. Maintenant, effectivement, si toute sa vie on est constipé et qu'on pousse, c'est pas une bonne idée et ça peut on a vu des prolapsus être générés rien que par une constipation de toute une vie. Donc bien évidemment, ce type de conseil, c'est hyper important. Mmh. Heu, Maintenant, on n'a pas d'études qui montrent qu'on peut prévenir tout ça. Que ce soit de l'incontinence urinaire comme du prolapsus, la prévention est compliquée. Par contre, Mmh. on peut passer par l'information. Oui. Et déjà une information, mais les femmes sont déjà nettement améliorées. Mmh. Ça change tout. Elles me disent: «Mais si j'avais su ça, pourquoi on me l'a pas dit? Maintenant je me comporte Ouais, mieux et j'ai moins de soucis effectivement». Rien qu'une information, ouais. c'est quand même simple Bah oui, et ça peut ne pas coûter très cher à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est ça, parce qu'une c'est ça. intervention, c'est un autre montant. Et oui, exactement. Mmh. Donc j C'est remboursé par la sécu le PCR? Alors malheureusement, ça a été déremboursé depuis 2019. OK. Depuis que l'HAS l'a revalidé, les laboratoires tentent de le refaire, valider pour un remboursement, mais ça prend pas une bonne tournure. Alors c'est pas non plus hyper cher, hein, c'est 45 Mmh. € un PCR. On le change tous les ans, tous les 2 ans. Bon, c'est pas 200 €, hein, Oui, c'est voilà. ça va. Mais c'est vrai que c'est scandaleux que ce soit pas pris en charge par la CPAM. Ouais. Ça paraît aberrant, alors que Oui, ça l'a été. oui, en effet, oui. Bon, affaire à On suivre, arrive, ça encore. ouais. Et oui, encore. Toujours beaucoup d'affaires à suivre, mais bon, on s'ennuie pas. Bon, On arrive bientôt à la fin de oui, l'épisode, Sandrine. Gabrielle. C'est quoi tes projets pour 2024? Ouf, je ne sais pas encore, mais il y en a beaucoup. Suspense! Complètement suspense. Je crois que j'ai un tournant de ma carrière Mmh. et je suis en train de prendre de nouvelles directions, et des directions, bah, qui vont avec l'air du temps, hein, les startups, Mmh mh. voilà, je commence à faire du consulting, Mmh. voilà, les podcasts, Ouais. justement de l'information. Je pense que je suis passée à une étape là où maintenant mon sacerdoce, c'est: «Allez, on se bagarre pour la santé féminine». Dans le Mmh. domaine de la périnéologie, il y a des choses à faire. Avec le docteur Bader, on discutait la dernière fois. Si on pouvait constituer un groupe féminin pour l'incontinence et pour les troubles de la statique pelvienne, comme se sont constitués des groupes sur l'endométriose, eh ben, on ferait énormément avancer les choses. Donc, je lance une bouteille à la mer. Qui a envie de constituer une association comme ça, dynamique, etc., pour un petit peu stimuler notre gouvernement et dire c'est un vrai problème de santé publique, c'est un handicap Ouais. pour les femmes, ça peut générer des arrêts maladie, justement, aussi, comme l'endométriose. Donc, il ne faut pas laisser ça de côté. Et donc, là, voilà, 2024, je prends une nouvelle bataille, je Tu vas crois. rassembler. Et C'est le mot d'ordre. voilà, et Rassemblement. voilà, faut rassembler, informer, avancer, Ouais. avancer avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. On a des moyens fabuleux. Ouais. Et je pense qu'il faut les utiliser. Et c'est vrai que bah, c'est des remises en cause permanentes, mais c'est tellement intéressant de se remettre en cause que voilà. Donc Oui. voilà, il y aura peut-être des orientations de ce style-là. OK, bon, ben, on va Et continuer à te puis suivre, voilà, à suivre parce que vous allez à suivre. entendre parler de moi sur d'autres réseaux. On a hâte. Mais oui, oui, c'est vrai ce que tu dis, hein. C'est important d'éduquer, d'informer comme tu Oui, disais. oui. Super important, justement. Ouais. Donc Et je ouais, pense qu'aujourd'hui, on en a les moyens. intéressant. Alors il faut les Ouais. utiliser, ces moyens. Oui, Voilà. oui, oui, tout à fait. Donc utilisons notre compétence Mmh et mh. puis avançons. Bah, sur ces belles paroles, Sandrine, je te remercie infiniment. Merci Gabrielle pour avoir pu communiquer sur ce sujet qui m'est cher. Et oui, avec passion et beaucoup de pédagogie aussi, donc bravo, bravo à toi et puis, eh Merci. ben, plein de bonnes choses pour 2024. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.